Merci beaucoup et bienvenue tout le monde dans ces premières rencontres de Midi Interaction de l'année. Juste brièvement pour vous présenter les centres de recherche et de partage interaction. Nous sommes un centre de recherche qui travaille depuis 2001 à étudier les configurations et l'évolution des réseaux de solidarité avec les communautés, les communautaires, les secteurs publics. On travaille à étudier, mais aussi à accompagner les transformations de ces réseaux de solidarité, leur évolution, les effets dans de multiples domaines qui vont des services sociaux et des services de santé, mais aussi et fondamentalement, les centres d'interaction poursuivent comme objectif de contribuer par la recherche transformationnelle la capacité des villes, des communautés, des milieux de vie à soutenir leurs membres, à consolider les liens sociaux et les liens sociaux et à prévenir leur rupture par différents projets de recherche et d'innovation sociale. Et on travaille surtout dans les perspectives intersectorielles. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on travaille vraiment dans les carrefours et, et, et la documentation des processus de collaboration et de concertation, d'un côté entre l'action des milieux communautaires, mais aussi l'action publique et des institutions publiques dans un sens très large. Et d'un autre côté, la rencontre parfois difficile des secteurs d'action qui ont chacun leur propre logique, comme c'est le cas des services sociaux, services de santé, santé mentale, mais aussi de l'emploi, de l'éducation, de la culture. Donc, vous voyez déjà que dans le travail d'interaction, il y a une lien direct avec les différents milieux d'action et des pratiques. Et c'est dans ce sens-là que nous avons développé l'idée des rencontres de midi interaction qui mettent en dialogue les chercheurs, les chercheuses qui travaillent à développer des projets de recherche ou d'innovation sociale avec les partenaires qui sont toujours présents aussi dans le développement de ces projets. Notre objectif, l'objectif des midi interactions, c'est fondamentalement de partager les résultats de recherche, mais de réfléchir ensemble pour accentuer les potentiels de transformation. C'est vous, au fond, et les nombreuses personnes qui sont aujourd'hui autour de la table, les partenaires qui occupent différentes positions, différentes postures, différents espaces pour l'action qui finalement peuvent assurer les retombées de ce qu'on apprend à travers les projets de recherche. Et donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cet espace de rencontre avec une large éventail de partenaires qui travaillent au niveau municipal, qui travaillent au niveau des tables de concertation, des regroupements provinciaux d'organisations communautaires, mais aussi de plusieurs ministères avec qui on collabore en partenariat dans le déploiement de notre programmation de recherche. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce premier Midi Interaction et je vous remercie aussi de votre présence pour ce projet qui est un des projets, je dirais, exemplaires de ce travail en intersectorialité sur la collaboration pour la transformation éventuellement, hein, on le souhaite, des conditions de vie des personnes et parfois parmi les plus défavorisés de la société québécoise. Bienvenue. Merci beaucoup, Lourdes, pour ton intervention. Je vais continuer avec, juste rapidement, les programmations des prochains midis interactions. On vous prépare donc des midis à peu près chaque mois, 2 mois, qui parlent de différents sujets. Le prochain aura lieu le 6 décembre 2023 et il va parler d'un rapport de recherche qui a été effectué sur la thématique de la violence conjugale et de la violence entre partenaires intimes, qui s'appelle « Vers des changements systémiques pour éliminer la violence subie par les adolescentes et les femmes immigrantes », donc qui sera très intéressant également. Parmi les autres prochaines thématiques, on parle d'évaluation de pratiques en mobilisation des connaissances, du projet Air ouverte, du programme Priorité Jeunesse et plus encore. Et pour être toujours au courant de ce qui se passe, je vous invite donc à vous abonner à notre infolette sur notre site
et à notre Eventbrite pour être tenu au courant des prochains événements. Donc, commençons avec le vrai vif du sujet de pourquoi on est là aujourd'hui, qui est donc le projet d'inclusion des personnes immigrantes dans les métiers de la construction. Aujourd'hui, on va faire les principaux constats et les pistes d'action d'une recherche qui a été faite en partenariat. On introduit d'ailleurs le tout avec une introduction de nos partenaires de recherche que je vous présente. Donc, on va commencer avec M. Julien Tessier, qui est de la Commission de la construction du Québec. Il y a Émilie Bouchard, qui est là de la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes, donc la TCRI. On a Mme Marie-Jeanne Blain, qui est chercheuse au Centre Interaction et professeure à l'Université de Montréal, et Lucio Castracani, qui a été aussi dans l'équipe de recherche Interaction pour ce projet. Donc, je passe la parole sans plus attendre à M. Tessier. Oui, bonjour. Merci beaucoup de la présentation et de l'invitation. Donc, rapidement, mon nom est Julien Tessier. Je suis chargé de projet dans une équipe de diversité et inclusion à la Commission de la construction du Québec. Donc, rapidement, je voulais faire un petit mot là, sur les buts de la recherche. Nous, de notre côté, on travaille à l'inclusion de groupes sous-représentés là, dans l'industrie de la construction. Puis, au niveau des personnes immigrantes, on avait très peu de données, en fait, là, sur vraiment qu'est-ce qui se passait sur le terrain, quels sont les enjeux que vivent les personnes immigrantes pour intégrer l'industrie de la construction. On savait qu'il y avait des enjeux, on voyait les statistiques de Statistique Canada, Statistique Québec, mais on n'avait pas là, une vision très fine de la situation. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé là, le développement de cette recherche qui a été menée d'une main de fer par le Centre Interaction. Marie-Jeanne, je vais la laisser là, vous présenter les résultats. Mais on est très heureux là, d'avoir eu cette recherche, d'avoir cette recherche. Puis, ça nous donne des bases solides là, sur lesquelles construire éventuellement là, un potentiel plan d'action. Donc, sans plus tarder, là, je vais laisser la parole à Émilie aussi, avec qui on a travaillé. C'est une recherche-action. Donc, Émilie, je te laisse la parole là, pour présenter aussi comment que la table a participé là, à cette recherche. Oui, donc bonjour tout le monde. Je suis Émilie. Comme disait Andréane, je travaille à la TCRI depuis 2018. La TCRI, c'est un regroupement provincial qui regroupe actuellement 150 organismes membres à travers le Québec. Puis, la TCRI là, était vraiment au tout début de la recherche là, que Marie-Jeanne et Lucio vous présenteront aujourd'hui. Pourquoi nous, on a été impliqués, c'est qu'on travaille quotidiennement pour lever les barrières structurelles et systémiques auxquelles font face les personnes immigrantes et réfugiées dans leur parcours, que ce soit leur parcours d'intégration sociale, mais aussi leur parcours d'intégration professionnelle. Donc, pour nous, c'était un sujet qu'on avait commencé à travailler depuis longtemps. Puis quand est venu le temps de faire la recherche, on voulait être impliqués. Parce que le sujet de l'inclusion des personnes immigrantes dans l'industrie de la construction, c'est un domaine qui était vraiment peu exploré. Comme disait Julien, il n'y a pas beaucoup de statistiques de données à ce sujet-là. Puis on a vraiment sauté dans le projet intersectoriel parce qu'on avait confiance que ce serait un projet qui serait porteur puis structurant pour l'industrie. Donc, on présentera là, les suites un peu plus tard. Puis la TCRI, est présente dans le milieu communautaire. On a des partenaires, mais on ne peut pas faire ce projet-là seul. Donc, l'aspect intersectoriel du projet, c'est vraiment une plus-value. Puis aussi, ça démontre la volonté qu'on a aussi de travailler avec tous les acteurs du milieu. Nous, comme TCRI, on était là à toutes les étapes de la recherche, de l'idéation aux journées de mobilisation qui ont eu lieu au printemps. Puis, on a participé aussi à toutes les rencontres du comité de pilotage. Mais qu'est-ce qui est intéressant, pourquoi on voulait aussi s'impliquer, c'est que c'est une recherche-action. Donc, on voulait que nos membres, comme organismes communautaires, soient impliqués, puis qu'il y ait des retombées concrètes pour eux comme organismes, mais aussi pour les personnes immigrantes
directement. Donc, il y a 2 organismes communautaires membres de la TCRI qui ont été impliqués, un à Montréal, la Maisonnée. D'ailleurs, j'ai vu Mireille de la Maisonnée. Et aussi, on a eu un membre à Québec, le SWAT, qui a été impliqué parce que pour nous, c'était important que les régions soient représentées dans le projet. Donc, c'est des organismes qui accueillent déjà les personnes immigrantes puis qui les aident dans leur recherche d'emploi dans divers domaines. Donc, elles avaient l'expérience d'accompagnement, puis elles ont pu développer l'expertise là au niveau de l'accompagnement pour l'industrie de la construction qui est assez précis et particulier, comme vous vous en doutez sans doute. Donc, un peu le pilier de ce volet soutien-là à la recherche, c'était la Maisonnée et le SWAT. Donc, je tiens vraiment à les remercier pour leur implication qui s'est étalée de janvier 2021 à novembre 2022, qui ont donné environ 10 heures par semaine de leur temps d'intervention pour rencontrer environ chaque organisme 15 candidats. Et puis aussi, pour votre information, le SWAT a également participé au comité de pilotage de la recherche. C'est vraiment important qu'il soit autant sur le terrain, mais autant aussi au niveau plus suivi pas à pas de la recherche. Et donc, c'est intéressant pour les chercheurs, Marie-Jeanne et Lucho, que le SWAT et la Maisonnée soient partie prenante à la recherche parce qu'ils pouvaient documenter en temps réel ce que vivaient les personnes immigrantes sur le terrain. Puis, les intervenants dans les organismes pouvaient aussi ajouter leur intervention, puis offrir un soutien, puis un accompagnement personnalisé pour chaque personne qu'elles rencontraient. Donc, je suis bien contente là, que les organismes aient pu participer à la recherche, puis aussi que finalement, en bout de ligne, c'est les personnes immigrantes là, qui ont pu bénéficier de cet accompagnement-là. Et donc, je vais vous laisser avec Marie-Jeanne et Lucho qui pourront vous parler plus en détail des constats de la recherche qui ont été alimentés parce que le SWAT et la Maisonnée, entre autres, ont été là pour documenter ce qui se passait sur le terrain. Donc, je te recède la parole, Andréane. Oui, merci. Passe direct à Marie-Jeanne pour l'introduction des résultats de la recherche. Oui. Bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir que vous soyez présents, qu'on ait un espace d'échange aujourd'hui. Lucho et moi allons nous passer la parole pour vous présenter vraiment les éléments saillants de la recherche. On s'entend qu'on pourrait en parler pendant des heures. L'objectif, c'est vraiment de vous donner goût de lire le rapport qui est beaucoup plus approfondi, mais aujourd'hui, on va insister vraiment sur les éléments saillants. On va vous présenter évidemment un petit contexte, la méthodologie utilisée, des défis, des éléments facilitants principaux vécus autant par les personnes migrantes que les employeurs. Et ensuite, Lucho présentera les analyses transversales sur 3 thèmes fondamentaux de la recherche et on terminera avec quelques pistes de réflexion sur les recommandations. Mais avant d'entrer dans la recherche, on tenait à vous partager un petit témoignage parce qu'on a eu au mois de mai 2 journées de mobilisation des connaissances dans une perspective intersectorielle. Et on tenait, comme on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui pour partager le vécu des personnes immigrantes qu'on a rencontrées, on va vous faire entendre l'extrait d'un témoignage de Pierre, qui est un charpentier menuisier de France qui est arrivé depuis 2018 et qui nous raconte un peu après ses études, quand il a commencé à travailler sur les chantiers, qu'il a commencé à vouloir s'intégrer dans le secteur de la construction. Donc, Andréane, on s'entend sur un petit extrait. Le tout va bientôt être disponible également sur la page d'interaction. Parfait. Alors, je vais partir la vidéo. Dans le monde du travail, où après avoir obtenu mon DEC, je me suis retrouvé, donc au niveau travail, je me suis retrouvé, premièrement, je suis resté, donc j'étais pas encore dans la construction, je suis resté vraiment en ébénisterie, donc pendant à peu près une période de 1 an. Et en fait, pendant cette période-là, j'ai accédé beaucoup à de nombreux chantiers, parce que moi, en tant qu'ébéniste, on faisait de l'installation de cabinet. Et l'installation de cabinet, ça demande de fabriquer les cabinets en atelier, et puis on se retrouvait donc sur les chantiers. Donc il y avait souvent du résidentiel, et petit à petit, à force je voyais des peintres, je voyais des charpentiers, et évidemment tous, généralement faisaient partie de la construction. Moi, je savais pas du tout ce que c'était. J'avais déjà un petit peu entendu parler. Je savais qu'au Québec, on parlait construction. Et donc je posais des questions petit à petit. Évidemment, ils me parlaient de leur salaire. Puis moi, j'étais ébéniste. Donc voilà, c'est sûr qu'il y avait cette petite différence.
Et bah, je me suis renseigné petit à petit pour pouvoir intégrer la construction. C'est vrai que donc, je suis resté à peu près 7 mois dans cette entreprise. C'est là où je me suis dit, pourquoi pas regarder un petit peu ce que ça donne, ce que c'est. Donc au début, bah, je regardais sur Internet, construction, j'essayais de voir un petit peu. J'ai su qu'il y avait, donc j'ai à peu près compris par la suite qu'il y avait donc des syndicats. C'est vrai que quand on arrive ici, j'avais vraiment pas du tout l'idée. Mais finalement, faut faire des recherches et ça marche comme ça petit à petit. Donc c'est ça, j'ai téléphoné au syndicat, c'est là où j'avais un petit peu plus de réponses. Aussi, j'appelais la CCQ, j'avais quelques réponses. Et j'ai su donc qu'il fallait faire la formation la formation sécurité chantier. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais j'ai commencé par ça. Et donc c'est à peu près dans les dates, si je me souviens bien, c'était en 2021, donc à peu près février 2021, je me suis dit, bon, je vais arrêter le travail pour pouvoir faire ma formation. Enfin, j'avais à peu près essayé de coordonner. Et en même temps, bah, évidemment, j'entendais parler du bassin. Ça, c'était un peu la source de stress parce que j'avoue que je comprenais pas comment ça marchait. Je savais qu'il fallait mettre mon email pour pouvoir recevoir et savoir quand est-ce que le bassin de Charpentier-Munis allait ouvrir. C'était la partie, je dirais pas que c'était pas bien organisé, mais j'avais du mal, je recevais pas les alertes. Donc je savais pas si le bassin était ouvert, je comprenais pas. Et des fois les syndicats m'appelaient, me disaient c'est ouvert, c'est maintenant. Donc c'était pas facile de ce côté-là, mais j'ai quand même réussi, je pense qu'à la dernière minute, après avoir fait donc ma formation en sécurité chantier, à être intégré dans la construction. J'ai été intégré à une entreprise que je ne savais pas c'était quoi, je savais pas du tout, on m'avait mis, mais au moins j'avais un numéro. Donc j'ai passé plus d'un an dans cette entreprise et la première difficulté que j'ai eue, c'était pour faire reconnaître mes heures. Donc ça, c'est toujours le sujet un petit peu difficile, où je savais qu'il fallait faire un dossier pour pouvoir faire reconnaître ses heures. J'ai réussi à faire reconnaître mes heures d'ébénisterie, donc j'ai pu gagner un petit peu d'heures pour pouvoir passer à l'étape d'après. Mais c'est là où mon diplôme, donc en DEC, en ébénisterie, j'avais vraiment aucune reconnaissance. C'était un diplôme quand même assez dur à passer. Il y a eu pas mal de pression. Je sais que c'est pas un DEP, mais ça dure 3 ans à la différence d'un DEP qui généralement dure 2 ans. J'ai téléphoné à la CCQ, j'ai demandé, j'ai posé beaucoup de questions. Je pense que j'ai dû appeler 3 fois et passer beaucoup de temps au téléphone. Et bah, malheureusement, la seule réponse que j'avais, c'était un peu dommage, mais généralement, on me disait que c'était l'ordinateur qui disait que mon diplôme n'était pas reconnaissable. Et donc, moi, je demandais, c'est OK, d'accord. Enfin, j'étais vraiment, c'était un peu incompréhensible. Et j'avais pas de reconnaissance de ce diplôme. Forcément, ça frustre un petit peu parce que c'était un sacré défi. Mais en globalité, j'ai pu avoir mes reconnaissances d'heures quand même d'entreprise. J'ai passé, franchement, c'était une très bonne entreprise. C'était une petite entreprise. À la différence, souvent, on a des clichés dans la construction, comme quoi que c'est difficile, que les premières années, il va y avoir un petit peu. Voilà. Bon, bref, je vais rien dire, mais c'est ça. Moi, ça s'est très bien passé. J'ai trouvé, il y avait, ouais, c'est ça, on était 3 dans l'entreprise et des beaux projets. Et si je peux donner des reconnaissances, c'est ça, je dirais que le bassin de la construction, c'est clairement peut-être on va dire, la tâche la plus simple pour pouvoir rentrer dans la construction. Potentiellement intervenir dans les cégeps, si généralement ça pourrait être quelque chose de bien. Je sais que ça se fait probablement à Montréal, mais à Victoriaville, j'ai pas eu ça. Je sais qu'à Montréal, il y en a qui passent la formation en sécurité chantier. Euh, et puis, un petit mot de la fin, parce que je pense que ça fait 5 minutes. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé travailler dans cette entreprise et merci à tous. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. C'est simplement pour vous montrer, en fait, il y a toutes sortes d'histoires. Chaque histoire est unique. Moi, ce que je retiens, c'est vraiment complexe. Imaginez pour une personne francophone qui peut avoir de la difficulté, mais en fait, il y a beaucoup d'autres témoignages. Certains que ça va assez bien, d'autres que c'est un peu plus complexe. Donc, je vais vous présenter quelques résultats tout de suite. Je vais passer rapidement sur le contexte. Donc, vous voyez bien le partage d'écran, c'est bon? Excellent. Donc, je vous ai déjà présenté un peu le plan de match. On a à peu près, du tout et moi, une trentaine de minutes top chrono parce qu'on souhaite garder aussi la place aux échanges. Simplement pour vous dire, on est les porte-parole, il y a une grande équipe en arrière.
On a mentionné les membres du comité de pilotage. Je ne mentionnerai pas tout le monde parce que le temps ne le permet pas, mais merci aux membres du comité de pilotage, à la maisonnée, au SWAT, à l'ensemble des participants, donc près de 250 personnes jointes, à l'équipe d'assistants, puis aussi pour le soutien financier. On a bénéficié du soutien donc de la CCQ, de Conseil emploi métropole, d'Interaction d'Erasme et autres. Donc, ce qui nous amène au cœur. Et pour nous, mais vous savez tous, puis on entend beaucoup parler dans les médias ces temps-ci, on est face à une augmentation des migrations internationales, mais aussi une diversification de l'immigration, notamment en lien avec les statuts migratoires. Donc, nous, dans la recherche, on a souhaité rencontrer autant des personnes immigrantes qui ont un statut permanent que temporaire. Donc, comme on le verra, parce que vous avez vraiment eu une augmentation fulgurante d'immigrants temporaires avec plus de 400 000 la dernière année, 300 000 l'année d'avant. Donc, ça change le portrait de l'immigration, considérant que traditionnellement, c'est un système qui était davantage basé sur la migration permanente. Donc, un visage de l'immigration qui se transforme. Un autre élément qui est important pour nous, c'est de parler non seulement de la reconnaissance ou d'accès à l'emploi, mais vraiment de regarder l'ensemble de la trajectoire d'intégration professionnelle des personnes immigrantes dans toutes ces étapes. Et c'est souvent ça qui fait la complexité pour être connu, mais trouver un travail, se maintenir, avancer professionnellement. Donc, on est vraiment parti de la perspective des personnes immigrantes. Qui rencontre-t-il et est-ce que le tout fonctionne de façon fluide, cohérente ou pas? Et en ce sens-là, on a adopté une perspective intersectorielle, donc sont tout autant importants les conseils reçus en lien avec que ce soit le secteur de l'éducation, des conseillers en emploi, les représentants syndicaux, etc. Je ne nommerai pas tous. Et on a aussi une perspective multiniveau parce qu'évidemment, des décisions politiques aussi vont influencer le reste. Donc, on tient en compte aussi les programmes, mesures, etc. qui sont appliqués. Ce qui nous amène aux objectifs de la recherche. Là, je vous l'ai mis par écrit parce que c'est plus simple de le voir. Donc, d'identifier les facteurs qui favorisent ou limitent l'inclusion des personnes migrantes. Donc, on veut voir autant ce qui va mal que ce qui va bien. Et dans une perspective comparée à partir de la vision des expériences des personnes immigrantes, des employeurs, mais aussi des acteurs clés. Donc, comme je dis, d'une diversité de secteurs qui pouvaient jouer un rôle important à un moment donné ou un autre du parcours de la personne immigrante, et le tout vraiment pour dégager des pistes de recommandations à la fin du projet. Donc, on pourra vous en nommer quelques-unes. C'est une méthodologie de recherche qu'on appelle mixte, donc avec autant des questionnaires, des entretiens individuels, de groupe, mais aussi avec le volet soutien dont vous a parlé Émilie. Et puis, peut-être juste une parenthèse pour revenir, parce que c'est important de mentionner que pour nous, parmi les critères de participation à la recherche pour les personnes immigrantes, c'est d'être né à l'étranger, tout simplement, peu importe le statut d'immigration, et de résider au Québec, dans n'importe quelle région, depuis moins de 10 ans. Je ne regarderai pas avec vous l'ensemble des détails du tableau, mais simplement pour vous dire, donc, on a joint à peu près 250 personnes par une diversité d'outils, à peu près 150 personnes immigrantes, presque une soixantaine d'entreprises et 42 acteurs clés, ce qui permet vraiment d'avoir des perspectives croisées sur les expériences des uns et des autres. Ça va jusqu'à maintenant, le début? OK, super, merci beaucoup. Alors, qui sont les personnes immigrantes qu'on a rencontrées qui exercent un métier ou une occupation dans la construction? Simplement pour vous dire qu'il y a vraiment une hétérogénéité. On a rencontré à peu près la moitié avec un statut permanent de toutes les sous-catégories. Je ne vous ferai pas un cours d'immigration 101 aujourd'hui, mais de tous les statuts d'immigration, autant permanents que temporaires. Les temporaires, ce sont des personnes déjà sur des territoires, mais avec un statut temporaire, comme par exemple sur un permis de travail ouvert ou fermé, étudiants internationaux ou bien demandeurs d'asile, par exemple. Et il y a aussi vraiment une diversité de métiers, occupations occupées. Je ne vous les nommerai pas tous, il y en a comme une vingtaine qui ont été nommés. Par exemple, charpentier, menuisier, électricien, plombier, manœuvre. Pensez à un métier, probablement qu'on a rencontré une personne qui exerçait ce métier ou cette occupation. Et aussi des personnes qui résident
à peu près la moitié à Montréal et l'autre moitié à l'extérieur dans différentes régions du Québec. Et peut-être juste un petit mot pour vous dire, on a joint aussi à peu près une dizaine de femmes à travers les questionnaires et une par un entretien individuel. Donc, quand même une petite présence, mais on a vu à travers le volet soutien qu'il y avait quand même un intérêt. On pourra y revenir également. Je vais un peu vite parce que je veux aussi que Lucio ait le temps de vous parler des analyses transversales. Comme élément saillant qu'on trouvait important de partager avec vous aujourd'hui, on voit que de la perspective des personnes immigrantes, puis vous êtes la plupart d'entre vous des personnes de terrain, donc je vous apprendrai rien aujourd'hui, mais parmi les éléments vraiment saillants, super importants, c'est qu'on voit l'importance du soutien d'un acteur proche de l'industrie pour en fait, favoriser la reconnaissance, mais aussi l'accès à l'emploi. Donc, que ce soit un travailleur, un employeur, un organisme communautaire, un centre de formation, peu importe, mais le fait d'avoir une personne clé à qui s'adresser est vraiment fondamental. Donc, c'est vraiment la force du réseau informel dans un contexte institutionnalisé. Il y a la maîtrise du français, évidemment, mais non, qui est un élément facilitant quand on maîtrise les codes, les accents, mais aussi dans le cadre d'un contexte favorable où les employeurs sont aussi patients. Donc, Miguel, par exemple, nous dira que c'est positif, ils ont été patients pour expliquer, ils ont utilisé un traducteur avec moi. Donc, c'est le français, mais aussi comment on travaille avec des personnes qui ont des accents en emploi dans un secteur, des fois, qui va vite, qui bouge vite. Un autre élément mentionné, c'est la facilité d'un retour aux études. Et ça, je pense, c'est particulier au Québec où, comme adulte, à 40 ans, on peut retourner à l'école. Dans les éléments limitants, la difficulté à trouver un employeur, ça surprenait beaucoup de personnes. Donc, même dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, il y a par exemple Adam qui nous disait, trouver la garantie de 150 heures, c'est pas évident. Donc, il semble y avoir comme un petit paradoxe à explorer à ce niveau-là, puis on pourrait y revenir également. Comme facteur limitant, la langue, les processus complexes de reconnaissance, les coûts liés au processus, notamment en lien avec les traductions et puis l'exigence physique du métier, que ce soit à travailler en hiver sur des toits, par exemple, pour mentionner celui-là. Je pense que vous avez déjà une bonne idée de ce qu'on veut dire par exigence physique du métier. Plusieurs recommandations sont ressorties autant du questionnaire que des entretiens individuels. Le premier, mais vraiment qui apparaît presque systématiquement, c'est embaucher davantage de personnes immigrantes sans expérience québécoise. Suivi par l'avancement professionnel, avoir des superviseurs qui sont sensibles, améliorer l'offre de services dans d'autres langues. La question des services de francisation en entreprise également est mise de l'avant. Et ça, vous voulez aussi du côté des employeurs, en fait. Plus de soutien financier dans les différentes étapes du parcours, simplifier les démarches et offrir des permis de travail ouverts pour les travailleurs étrangers temporaire. Donc, je vais un peu vite, mais ça vous donne quand même une bonne idée. Et là, je vais essayer de conclure en 3 minutes et demie la perspective des employeurs, sachant que c'est vraiment une synthèse très, très brève des résultats de la recherche. Donc, on a rencontré presque, comme je vous disais, presque une 60aine d'employeurs de tout le Québec. Également, et puis d'une diversité de secteurs de travail. Donc, tout autant qui travaillent dans l'industriel, le commercial, le résidentiel que dans une moindre mesure la voirie, par exemple. Et la majorité ont déjà embauché des personnes immigrantes. Et ce que l'on cherchait aussi, c'est vraiment d'avoir une diversité en termes de petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, également, on avait une belle diversité à ce niveau-là. Donc, leur perception et leurs expériences, il y a certains éléments qui sont assez similaires aux personnes immigrantes, d'autres qui divergent un peu. Donc, pour eux, ce qui est facilitant, pour embaucher une personne immigrante, dans un contexte de pénurie, on est plus amené finalement à embaucher des personnes immigrantes. Donc, il faut peut-être profiter aussi d'opportunités pour penser comment favoriser cette inclusion-là. Leur qualification, leur loyauté, et puis aussi le fait de pouvoir embaucher rapidement des personnes sont perçus comme des éléments facilitants. Ce qui limite,
tout comme pour les personnes immigrantes, les démarches complexes pour l'obtention du certificat, la langue qui revient encore, les permis de travail, la complexité des programmes d'immigration. Il y a aussi le fait que le secteur de la construction est caractérisé par la saisonnalité des emplois avec beaucoup de roulements aussi qui rend ça compliqué, en fait. Les enjeux de déplacement, et là, on a eu plusieurs employeurs qui étaient dans les régions. Donc, par exemple, pour le covoiturage, si la personne connaît, le nouvel employé immigrant connaît personne, des fois, c'est difficile d'organiser ça. Au fur et à mesure, il peut y avoir des solutions, mais le fait de ne pas pouvoir avoir, par exemple, son permis de conduire tout de suite, bref, je ne vous en dirai pas plus, vous comprenez ce que je veux dire. Les enjeux d'accès à la santé et puis aussi les dimensions hors du travail, comme l'accès aux garderies, le logement étaient mentionnés par les employeurs. Donc, de leur point de vue, ils ont mis de l'avant différentes recommandations. Là, je tiens à préciser que c'est du point de vue des entreprises. Donc, au niveau des recommandations de la recherche globale, ça peut différer un peu, mais on tenait quand même à mettre de l'avant la perspective des uns et des autres. Donc, simplifier l'accès aux certificats de compétences, créer un guide spécifique pour les personnes immigrantes à la CCQ pour les accompagner dans le processus de reconnaissance. Favoriser la francisation, par exemple, en entreprise, accès à un service conseil spécialisé pour eux aussi, pour les aider dans l'embauche, le maintien en emploi, des cours sur la diversité dans les écoles, des programmes de formation sur le vivre ensemble dans les entreprises et du point de vue des employeurs aussi des mesures pour favoriser l'embauche à l'international, dont, par exemple, favoriser le développement d'accords de reconnaissance mutuelle ou avoir davantage de permis de travail ouverts. Ce qui nous amène à la présentation de Duccio, qui va vous synthétiser également quels sont les grands points des analyses transversales qui ont tenu compte de l'ensemble des personnes rencontrées dans la recherche. Mais je te laisse expliquer ce petit morceau-là, Duccio. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Ça va bien pour l'instant? Oui, parfait. Donc, je vais vous présenter un peu les analyses transversales, c'est-à-dire qu'on a croisé les données pour les trois profils, donc les entreprises, les personnes immigrantes et les acteurs clés. Et on a identifié des thématiques qui nous semblent de grand intérêt pour comprendre d'une part les défis d'accès à l'industrie de la construction pour les personnes immigrantes, mais aussi pour penser des solutions, donc des pistes de recommandation. La première thématique est celle de la langue et communication. Hein. Pour les personnes du milieu, ce n'est pas vraiment une surprise. Évidemment, une personne qui ne maîtrise pas le français à l'oral, ça peut poser des problèmes, notamment dans la compréhension, par exemple, de l'assignation des tâches, dans la communication générale avec les collègues et les superviseurs. Et donc, une maîtrise imparfaite du français pourrait créer des obstacles d'accès à l'industrie de la construction. Mais ce qu'on a retrouvé, c'était intéressant justement de le mentionner, c'est que une personne allophone a aussi des obstacles dans les démarches administratives concernant justement le fait d'être allophone. Par exemple, le fait de devoir traduire des documents donc de la langue d'origine au français, donc ce qui amène à une démarche qui est dispendieuse et aussi plus longue. Donc, c'est un obstacle supplémentaire pour accéder à l'industrie. Et un autre aspect d'intérêt, c'est que pour les personnes qui maîtrisent bien le français, cette maîtrise est aussi un outil pour se défendre face à des discriminations ou des cas d'abus. Et donc, la maîtrise du français, finalement, peut aussi favoriser le maintien en emploi, parce qu'une personne qui est capable justement de faire face à des cas de discrimination ou d'abus, peut-être elle va rester dans l'industrie parce que justement, elle peut faire face à ces problématiques. Du point de vue des entreprises, on a aussi constaté certaines stratégies justement pour résoudre la problématique de la langue, par exemple offrir des cours de francisation ou encore identifier des superviseurs qui parlent la langue, par exemple, des employés, la langue d'origine des employés. En cas, par exemple, d'équipe d'hispanophones, on a un superviseur qui est aussi hispanophone, ou encore identifier des superviseurs qui sont plus patients. Donc, pas forcément hispanophones, donc ça peut être aussi un superviseur québécois
francophone qui est plus patient, parce qu'on sait qu'en cas de maîtrise imparfaite, parfois, par exemple, expliquer les tâches, ça demande un peu plus de temps. L'autre thématique clé pour nous, c'est celle des statuts. Il faut tout d'abord faire une distinction entre statut permanent et temporaire. Pourquoi? Parce que cette différence a vraiment un grand impact dans la trajectoire justement d'accès à l'industrie de la construction. Les personnes en statut permanent déjà ont plus de facilité à accéder aux services, mais aussi ont la possibilité de planifier leur trajectoire d'accès à l'industrie dans le long terme. Donc, par exemple, s'inscrire aux études, retourner aux études pour apprendre un métier ou faire des démarches de reconnaissance et des acquis des compétences. Pour les personnes en statut temporaire qui sont ici pour 1 an, 2 ans, selon les permis, évidemment, c'est plus compliqué. Hein. On ne peut pas attendre de retourner aux études, de faire tout le processus pour retourner aux études ou la reconnaissance des acquis des compétences. Il faut travailler. Donc, ce n'est pas d'ailleurs une surprise de les retrouver surtout à travers l'entrée par bassin. Donc, une première différence vraiment entre permanent et temporaire, mais aussi si on regarde juste les temporaires, aujourd'hui c'est un sujet un peu d'actualité on pourrait dire, si on regarde juste les temporaires, on a beaucoup de statuts différents. Hein. Il y a une grande diversité interne. Ce qu'on a constaté par exemple, au-delà des travailleurs étrangers temporaires, donc les personnes qui arrivent à travers les programmes pour les travailleurs étrangers temporaires, on a beaucoup de personnes qui sont déjà sur le territoire avec un statut temporaire. Marie-Jeanne mentionnait demandeurs ou demandeuses d'asile, les personnes avec un permis d'études qui peuvent aussi travailler, les PVTistes, donc des personnes avec des permis vacances-travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ces personnes, on les a retrouvées justement au travail en construction, ou parfois, on pourrait dire même penser que potentiellement elles pourraient travailler en construction. Donc, pour nous, c'est intéressant justement de cibler ces personnes qui sont déjà sur le territoire parce que c'est un bassin vraiment potentiel pour intégrer l'industrie de la construction assujettie à la loi R20, avant justement de parler du programme pour les travailleurs étrangers temporaires. Dernière thématique est celle de la porosité entre les travaux assujettis à la loi R20 et les travaux non assujettis ou hors décret. On a constaté vraiment une porosité entre ces deux types de travaux qui croisent un peu aussi les questions de langue et de statut migratoire. Pourquoi? Parce que dans les travaux hors décret ou aussi dans les zones grises de l'industrie, on retrouve surtout des personnes qui ne maîtrisent pas le français ou des personnes avec des statuts précaires, donc des personnes avec des statuts temporaires ou sans statut. Justement, nous pensons aussi que les personnes qui sont déjà en emploi dans les travaux hors décret sont aussi un bassin potentiel pour penser l'embauche dans les travaux assujettis à la loi R20. On a aussi analysé les formes de soutien que les personnes migrantes peuvent avoir tout au long de leur trajectoire. On peut passer à la diapo suivante. Donc, on a identifié, on a constaté que tout au long de la trajectoire, avoir des ressources de soutien, c'est fondamental pour une bonne réussite justement d'inclusion à l'industrie de la construction. On a identifié des services publics, parapublics et communautaires. On a d'ailleurs eu justement le volet soutien avec la Maisonnée et le SWAT pour explorer aussi comment le communautaire pouvait soutenir les personnes migrantes dans l'accès à l'industrie de la construction. On a aussi identifié des ressources plutôt informelles, des contacts personnels, par exemple, parfois même à travers les médias sociaux. Un nouveau arrivant a pu parler avec une personne qui était déjà dans l'industrie de la construction et finalement, cette personne a été fondamentale pour sa trajectoire d'inclusion parce qu'elle lui a donné des références justement pour commencer les démarches avec le cours de santé et sécurité sur les chantiers, par exemple, ou des références d'entreprise. Donc, des contacts
je dirais même par hasard parfois, qui ont été fondamentaux. Mais pour nous, ce qui était le plus intéressant, c'était vraiment de voir parfois une articulation de ressources formelles, publiques, parapubliques, et de ressources plutôt informelles. Un de ces cas est mentionné en bas à droite, c'est celui de Paul Denis. Donc, c'est un travailleur d'origine haïtienne et son syndicat l'a mis en contact avec une autre personne d'origine haïtienne qui travaillait déjà dans l'industrie de la construction. Donc, on a comme une ressource plus formelle qui est le syndicat qui met en contact ce travailleur avec une personne qui était déjà dans l'industrie de la construction. Et donc, cette personne, on pourrait l'identifier comme une ressource plutôt informelle, l'a aidé à plusieurs niveaux dans l'inclusion au travail. Même, elle a aidé d'un point de vue financier au début, justement, pour couvrir les coûts concernant, par exemple, les outils de travail. Donc, c'est intéressant pour nous, justement, de voir cette imbrication, cette articulation, et penser aussi comment on peut la favoriser. Donc, comment favoriser cette articulation entre soutien formel du communautaire, public ou parapublic, avec des ressources informelles qui sont sur le territoire et qu'on a pu constater surtout à travers l'analyse, la recherche qualitative, donc à travers les entretiens qualitatifs. Finalement, évidemment, on n'avait pas la prétention de couvrir tous les sujets d'intérêt concernant l'accès à l'industrie pour les personnes immigrantes. Donc, on a identifié 3 éléments qu'à notre avis, il faudra explorer davantage dans le futur. Tout d'abord, la place des femmes immigrantes dans l'industrie de la construction. Récemment, il y a eu un rapport justement de collègues avec l'organisme Action Travail des femmes, très intéressant. Je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Mais justement, dans une perspective intersectionnelle, au-delà donc de la place des femmes dans l'industrie de la construction, quelle est la place des femmes immigrantes dans l'industrie de la construction? C'est seulement un sujet à explorer. L'autre question à explorer, c'est la santé et sécurité au travail pour les personnes immigrantes dans l'industrie de la construction. Au cours de la recherche, on a entendu des histoires un peu inquiétantes, comme par exemple la démolition de l'amiante sans protection effectuée par des personnes sans statut. Donc évidemment, c'est un sujet inquiétant qui mérite d'être exploré. Et aussi, la question de la santé mérite d'être explorée parce que justement, on a une augmentation de personnes à statut temporaire qui travaillent dans l'industrie, personnes aussi embauchées par le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et on sait déjà, le ministère justement l'a confirmé, comment les personnes migrantes à statut temporaire sont exposées davantage à des lésions professionnelles par rapport aux personnes nées au Québec. Donc, c'est évidemment des questions à surveiller, je dirais, et à explorer dans le futur du point de vue de la recherche et du point de vue aussi des institutions. Et finalement, le dernier élément qu'il faudra approfondir dans le futur, c'est la place des agences de placement locales, qu'on retrouve surtout pour l'embauche dans le hors décret, au moins à partir de notre recherche, et surtout la place, donc le rôle des agences de recrutement international, étant donné justement qu'il y a une augmentation de personnes embauchées directement à l'international par les entreprises de la construction au Québec. Merci. Merci beaucoup, Lucio, ce qui nous amène à conclure avant de laisser la parole de nouveau à Julien et Émilie pour les pistes futures. Donc, c'est ce qui nous amène à penser bien, comment on peut mieux reconnaître, valoriser les compétences des personnes migrantes sur le territoire, comment on peut inclure davantage en permettant les conditions, en soutenant les différentes personnes et en donnant aussi les outils aux uns et les autres. Et c'était un acteur clé qui nous disait, bien, plus les gens vont être assis à la même table, plus on évitera de travailler en silo, qui est vraiment le défi du travail intersectoriel, parce qu'il n'y a pas juste une solution magique, malheureusement, ce serait le fun d'avoir une pilule pour régler tous les maux. Il y a vraiment un ensemble de responsabilités qui doivent être partagées. Dans la recherche, le rapport est maintenant disponible en ligne, on pourra vous le mettre dans le chat. On a distingué une trentaine de pistes de recommandations pour les différentes étapes clés du parcours de reconnaissance et puis également à partir d'enjeux
spécifiques, donc certaines recommandations très ponctuelles, techniques, et d'autres beaucoup plus ambitieuses également au niveau politique. Donc, on vous invite à le lire. Et puis, on vous invite aussi à garder vos idées parce que suite au mot de clôture d'Émilie Boussard et de Julien Tessier, il y aura évidemment un espace d'échange. Donc, on vous invite à rester au-delà de 1 heure pour qu'on puisse discuter ensemble, répondre à vos questions. Alors, je vous remercie pour votre attention, sincèrement, et puis on se voit à la période de questions. Je vais arrêter mon partage, ce ne sera pas long. Parfait. Donc, si je ne me trompe pas, Émilie, si tu veux enchaîner avec la conclusion et les retombées des projets. Oui, donc c'est ça. Après tout ce beau projet de recherche-là, qu'est-ce que ça l'amène concrètement pour nous à la TCRI, mais aussi pour les organismes membres? Bien, c'est sûr que ça a permis à notre organisation et puis aux organismes de mettre en lumière ce que nous, on vivait sur le terrain depuis de nombreuses années. Et puis, une des retombées de la recherche, c'est que comme réseau, on a une connaissance vraiment plus fine de l'expérience d'utilisation des ressources par lesquelles vont transiter les personnes immigrantes là, qui veulent faire reconnaître leurs compétences ou travailler dans l'industrie. Puis cette connaissance plus fine, ça permet le développement de passerelles et de partenariats entre notre regroupement, nos organismes membres, qui sont sur le terrain, mais aussi les acteurs locaux, parce qu'on parlait, oui, il y a des acteurs qui sont un peu plus provinciaux, mais dans chaque région aussi, il y a des syndicats locaux, des employeurs qui sont très terrain. Puis, comme on vous parlait, les organismes comme le SWAT et la Maisonnée ont pu développer vraiment une expertise dans l'accompagnement des personnes immigrantes dans le secteur précis de la construction. Ça a vraiment ajouté une corde à leur arc dans la panoplie d'expertise qu'ils ont déjà parce qu'ils sont multidisciplinaires et ils accompagnent toutes sortes de personnes immigrantes avec différents profils, mais au niveau de la construction, ça a vraiment précisé puis valorisé leur expertise. Ils peuvent vraiment devenir des intervenants pivots dans ce secteur-là. Puis, comme peut-être vous la connaissez, la CITIM, qui est un organisme aussi communautaire qui est reconnu pour son accompagnement pour les ingénieurs, ou le CREM-CV pour les professionnels en santé, bien, ces organismes-là vont pouvoir être reconnus pour leur accompagnement pour les professionnels en construction. Puis aussi, à terme, c'est sûr qu'on espère que les bailleurs de fonds puissent financer cette expertise-là pour reconnaître vraiment le travail qui est accompli par les organismes. Et aussi, bien, le volet soutien de la recherche a permis aux organismes de développer certains liens avec les employeurs. Vous savez, la garantie d'emploi, la fameuse garantie d'emploi de 150 heures, c'est super important. Puis souvent, quand on n'a pas de réseau comme personne immigrante, ça peut bloquer notre recherche. Et donc, le fait d'avoir l'organisme communautaire qui a développé des liens avec les employeurs, c'est super important. Puis, ça l'ouvre la porte à d'autres partenariats plus fréquents, plus durables entre le secteur communautaire en employabilité puis les entreprises en construction, ce qu'il n'y avait pas beaucoup dans le passé. Puis nous, comme TCRI, bien, c'est sûr qu'on va reprendre les recommandations puis faire du plaidoyer auprès des différents ministères et instances qui sont impliqués parce que ça fait partie aussi de notre mission, la défense des droits. Puis, pour ultimement, on espère faire lever les barrières structurelles et systémiques. Et puis aussi, bien, la recherche, ça va permettre d'outiller plus largement les personnes intervenantes qui sont conseillers et conseillères en emploi sur les différentes voies d'accès à l'industrie. Avec la CCQ, justement, là, on prévoit quelque chose bientôt. Et puis, plus les personnes qui sont en interface directe avec les personnes immigrantes, donc les conseillers et conseillères en emploi, ils vont être informés et formés sur le secteur, sur l'industrie, plus elles vont pouvoir donner des informations justes, pertinentes, et plus les personnes immigrantes vont accéder de façon plus rapide, facile à l'industrie, puis il va y avoir un meilleur accompagnement. Donc, c'est ça qu'on a vu que la recherche a pu démontré là, au cours des dernières années. Puis on espère que c'est ça ne s'arrêtera pas là. Mais Julien va nous dire par la suite là, qu'est-ce que la CCQ est en train de faire là, pour la suite des choses. Oui, merci Émilie. Donc, effectivement, nous, de notre côté, comme je disais, en début de rencontre, on avait peu d'informations là, sur les enjeux que vivaient les personnes immigrantes dans l'industrie. Donc, la recherche nous a permis là, d'avoir
un meilleur éclairage sur le sujet, puis de dresser un meilleur portrait de la situation auprès des différents partenaires en fait de l'industrie. Donc actuellement, on est au démarrage d'une démarche collaborative. On a déjà tenu un atelier là, hier sur le sujet avec les associations syndicales partenaire, là, en fin de compte, de la Commission de la construction du Québec. On va avoir un atelier aussi avec les associations patronales. Puis notre but, à terme, est de développer vraiment un plan d'action pour l'industrie de la construction, pour l'inclusion des personnes immigrantes. Donc, dans un premier temps, on souhaite aller présenter des orientations d'ici la fin de l'année qui vont permettre d'orienter justement ce plan d'action-là. Puis, on souhaite partir des consultations au début de l'année prochaine pour aller chercher durant l'année 2024 des engagements et des mesures là, spécifiques. On a vu avec la recherche qu'il y a un côté très transversal. On va avoir besoin de la collaboration de tous, autant les ministères et organismes, les organismes communautaires, comme Émilie le mentionnait, les associations patronales, syndicales de l'industrie. Tout le monde a un rôle à jouer, je pense, là, pour améliorer la situation. On a un certain retard à rattraper, donc on souhaite, via ce plan d'action-là, pouvoir mobiliser chacun, puis que chacun puisse identifier justement des mesures à leur niveau. Nous, on est à un niveau un peu plus administratif, législatif, mais il y a tout le volet accompagnement qu'on a vu qui est ressorti grandement, le volet de la langue aussi qui touche un peu plus le ministère de l'Immigration, les employeurs qui peuvent aussi apporter leur voix puis leur accompagnement aux personnes immigrantes qui vont s'insérer dans leurs entreprises. Donc, voilà, nous, on veut vraiment partir une démarche en 2024. Donc, on va chercher des orientations cette année. Puis, on devrait vous recontacter via divers canaux, divers partenaires dans la prochaine année. Donc, merci beaucoup. Merci encore, Marie-Jeanne et Lucio, pour la recherche et tout le monde qui a participé. Puis, merci à vous tous de participer au quotidien à l'intégration des personnes immigrantes. Merci beaucoup. Donc, un petit mot avant de passer à la période d'échange. Justement, donc merci d'être présent et présente aujourd'hui à cette relance des médias interactions où on fait dialoguer la recherche avec le monde du terrain. Je remercie nos présentateurs et représentatrices de la journée et votre écoute à toutes les personnes qui ont participé à cette présentation. On comprend que l'heure du lunch est de midi à 1h, alors c'est correct si vous devez partir avant la période d'échange. Par contre, on vous invite définitivement à rester pour continuer la discussion. Alors, je vais de ce pas fermer l'enregistrement, vous inviter à rallumer vos caméras et pouvoir relancer la discussion. Vous pouvez utiliser les mains levées, puis on pourra y aller dans l'ordre, ou utiliser le chat également pour poser vos questions. Merci beaucoup.